Le jour de mes 28 ans, j'ai découvert sur Facebook que ma famille avait organisé une fête surprise pour ma sœur. La légende disait, la seule qui mérite d'être célébrée. J'ai commenté, joli gâteau. Ma mère a répondu, au moins, il y a quelqu'un pour qui ça vaut la peine de faire un gâteau. J'ai souri. J'ai répondu, profitez-en. Tant que vous le pouvez. Ce soir-là, j'ai annulé un virement et envoyé 2 emails. 12 jours plus tard, ma sœur a hurlé quand le propriétaire l'a appelée et lui a dit « Votre bail est résilié. » Avant de vous raconter en détail comment j'en suis arrivée là, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous venez, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager. Je m'appelle Chloé. Et ce matin-là, le matin de mes 28 ans, je me suis réveillée avec ce sentiment étrange, un mélange d'espoir absurde et de résignation habituelle. C'était une journée de travail ordinaire, un mardi gris à Lyon. La pluie fine crépitait doucement contre la vitre de ma chambre. Pendant quelques secondes, j'ai fermé les yeux, m'autorisant à rêver. Peut-être que cette année serait différente. Peut-être qu'un message de ma mère m'attendrait, un simple « Joyeux anniversaire, ma chérie ». Peut-être que mon père appellerait. Peut-être même que ma sœur, Manon, aurait une pensée pour moi. J'ai attrapé mon téléphone, le cœur battant un peu plus vite que la normale. L'écran s'est allumé. 3 notifications. La première, un email de mon patron, me souhaitant une bonne journée et me rappelant la réunion de 10 heures. La deuxième, un SMS de mon dentiste, confirmant mon rendez-vous pour un détartrage la semaine suivante. La troisième, un message WhatsApp de ma meilleure amie, Julie, qui vivait à Montréal et qui n'oubliait jamais. Son message était rempli d'émojis festifs et de promesses d'un appel vidéo plus tard. Rien. Absolument rien de ma famille. Je me suis levée, chassant la déception qui commençait à poindre. Il est encore tôt, me suis-je dit à voix haute, comme pour me convaincre. Ils sont probablement occupés. J'ai pris ma douche, choisi une tenue professionnelle, avalé un café noir en regardant les infos. J'ai essayé de me concentrer sur ma journée, sur les dossiers à boucler, sur la présentation à préparer. Mais une petite voix dans ma tête ne cessait de murmurer. Ils ont oublié. Encore une fois. La matinée au bureau s'est déroulée dans un brouillard. Je répondais aux emails, je participais aux réunions, je souriais à mes collègues, mais mon esprit était ailleurs. Il était avec cette petite fille de 10 ans qui attendait une fête qui n'est jamais venue. Il était avec cette adolescente qui célébrait ses réussites scolaires en silence. Il était avec cette jeune femme qui s'était habituée à être une note de bas de page dans l'histoire de sa propre famille. À 12h30, je me suis isolée dans la petite cuisine de l'entreprise avec mon sandwich. C'est là que j'ai fait l'erreur. L'erreur que je faisais chaque année. J'ai ouvert Facebook. Et c'est là que je l'ai vu. Ce n'était pas une publication discrète. C'était un album photo, posté par ma cousine Léa, avec le titre en majuscule, « Fête surprise pour notre Manon d'amour ». Il y avait 37 photos. 37. La première photo m'a coupé le souffle. Ma mère, Martine, rayonnante, tenait un gâteau à 3 étages, un de ces gâteaux de pâtissier qui coûtent une fortune. Dessus, en lettres dorées, était écrit « À notre étoile ». À côté d'elle, ma sœur, Manon, feignait la surprise, les mains sur la bouche, les yeux brillants de fausses larmes de joie. J'ai fait défiler. Mon père, Jean-Pierre, qui m'avait dit qu'il était trop pris par le travail pour passer à Lyon ce mois-ci, était là, un bras protecteur autour des épaules de Manon. Il y avait ma tante, mon oncle, mes cousins. Il y avait même ma grand-mère, qui avait besoin d'aide pour se déplacer et qui avait manqué ma remise de diplôme parce que le voyage est trop fatigant. Ils étaient tous là. Dans la maison de mon enfance. La maison où j'avais grandi. Les détails me poignardaient un par un. Les ballons roses et dorés, les couleurs préférées de Manon. La montagne de cadeaux emballés sur la table du salon. Une bannière au-dessus de la cheminée proclamait « Tellement fière de toi ». La cheminée où mes quelques trophées de débat avaient autrefois trôné, avant d'être relégués dans un tiroir, pour faire de la place. Et puis, il y a eu la dernière photo. Une photo de groupe. Toute la famille, souriante,
un verre de champagne à la main. Et la légende, écrite par Léa, mais que je savais dicter par ma mère, célébrons la seule qui le mérite. Si fière de notre fille qui a décroché l'entretien pour le job de ses rêves. L'horodatage indiquait 23h58. La veille de mon anniversaire. 2 minutes avant que ce soit officiellement mon jour. Mon sandwich est resté intact. Un œuf s'était formé dans mon estomac. Ce n'était pas de l'oubli. C'était un choix. Un choix délibéré de célébrer ma sœur, pour un simple entretien d'embauche, juste avant mon propre anniversaire. Mes doigts tremblaient au-dessus de l'écran. J'aurais pu écrire tellement de choses. J'aurais pu hurler ma douleur, exposer leur cruauté. Mais à quoi bon? J'ai opté pour la neutralité. Pour la simplicité. Joli gâteau, ai-je tapé? La réponse n'a pas tardé. Moins de 5 minutes. Une notification est apparue. C'était ma mère. Au moins, il y a quelqu'un pour qui ça vaut la peine de faire un gâteau. Ces mots. Noir sur blanc. Public. Chaque lettre était une gifle. Ce n'était pas une simple maladresse. C'était une déclaration. Une confirmation de tout ce que j'avais toujours ressenti, à leurs yeux, je ne valais pas l'effort. Je ne valais pas un gâteau. C'est à ce moment précis que quelque chose s'est brisé en moi. Le vase que j'avais passé 28 ans à remplir de déception, de silence et de larmes venait de déborder. Mais au lieu de me noyer, une étrange clarté m'a envahi. Le commentaire de ma mère n'était pas une fin. C'était un commencement. C'est à ce moment précis que j'ai su que quelque chose devait changer, et ce, de manière radicale. Qu'est-ce qui peut bien pousser une mère à écrire une chose pareille à sa propre fille, le jour de son anniversaire? Avant de vous raconter la suite, et la décision que j'ai prise ce jour-là, j'aimerais que vous compreniez. Que vous compreniez que ce commentaire sur Facebook n'était pas un incident isolé. C'était l'aboutissement de 28 années de programmation. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, si on vous a déjà collé une étiquette dont vous n'avez jamais pu vous défaire, alors cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Vous n'êtes pas seul. Et croyez-moi, ce qui va suivre pourrait bien vous donner la force de réécrire votre propre histoire. Dans ma famille, les rôles ont été distribués très tôt, comme dans une pièce de théâtre mal écrite. Il y avait Manon, la précieuse, et moi, Chloé la responsable. Manon, de 3 ans ma cadette, était la petite fleur fragile qu'il fallait protéger du vent. Elle était créative, spontanée, sensible. Ses émotions étaient des événements majeurs qui dictaient l'humeur de toute la maison. Moi, j'étais la grande sœur. La raisonnable. La solide. Le roc sur lequel tout le monde pouvait s'appuyer, mais que personne ne pensait jamais à arroser. Je me souviens de mon 10e anniversaire avec une clarté douloureuse. J'avais demandé une chose simple, une petite fête dans le jardin avec mes 3 meilleurs amis de l'école. Des pizzas, un gâteau au chocolat fait maison, et des jeux. Rien de plus. Mes parents avaient dit oui. J'étais folle de joie. J'avais préparé les invitations moi-même. La veille de la fête, Manon, qui avait alors 7 ans, a décidé subitement qu'elle voulait s'inscrire à un stage de théâtre d'été. Un stage très réputé, et donc très cher. Mes parents ont longuement discuté à voix basse dans la cuisine. J'entendais des bribes, c'est une opportunité pour elle, on ne peut pas se le permettre ce mois-ci, et l'anniversaire de Chloé? Finalement, ma mère est venue dans ma chambre. Elle avait ce regard que je connaissais trop bien, un mélange de pitié et de fermeté. Chloé, ma chérie. On a un petit souci financier. Le stage de Manon est très important pour sa confiance en elle. On va devoir reporter ta fête. On la fera le week-end prochain, promis. J'ai senti les larmes monter, mais je les ai ravalées. J'étais la responsable. Je devais comprendre. J'ai hoché la tête. D'accord, maman. Le week-end prochain n'est jamais venu. Quand nos parents ont divorcé, j'avais 12 ans. La maison est devenue un champ de bataille silencieux, rempli de tensions et de chagrins non dits. Mon père a déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Ses promesses de visites hebdomadaires se sont vite transformées en visites mensuelles, puis en simples apparitions pour Noël et les anniversaires. Mon anniversaire, bien sûr, était souvent oublié.
Ma mère est tombée dans une dépression profonde. Elle passait ses journées au lit, laissant les factures s'accumuler sur la table de l'entrée. C'est moi qui ai pris le relais. À 12 ans, je faisais les courses, je préparais des repas simples pour Manon et moi, je m'assurais que ma sœur faisait ses devoirs. Je suis devenue la mère de ma mère, et la mère de ma sœur. Manon, elle, a réagi différemment. Elle a explosé. Elle a commencé à sécher les cours, à claquer les portes, à hurler que tout était de ma faute, d'une manière ou d'une autre. Au lieu de la discipliner, ma mère passait des heures à la consoler, à lui acheter des vêtements, du maquillage, tout ce qu'elle désirait pour compenser notre famille brisée. Un jour, j'ai osé protester. Maman, ce n'est pas juste. Quand je fais une bêtise, je suis punie. Quand Manon en fait une, elle a un cadeau. Ma mère a soupiré, l'air épuisé. Chloé, tu ne comprends pas. Ta sœur est sensible. Toi, tu es forte. Tu peux gérer. Tu es forte. Cette phrase est devenue ma prison. Être forte signifiait ne pas avoir le droit de pleurer. Ne pas avoir le droit d'être fatiguée. Ne pas avoir le droit d'avoir besoin d'aide. À 16 ans, j'étais première de ma classe. J'étais capitaine de l'équipe de débat du lycée et je travaillais tous les week-ends dans une boulangerie pour commencer à économiser pour l'université. J'ai été admise à la Société nationale d'honneur, une distinction prestigieuse. La cérémonie d'intronisation avait lieu un samedi après-midi. Le même jour que le premier match de handball de Manon en équipe cadette. J'ai prévenu ma famille des semaines à l'avance. Je leur ai montré l'invitation. J'espérais, bêtement, qu'ils feraient une exception. Qu'ils viendraient me voir, moi, pour une fois. Le jour J, je me suis préparée seule. J'ai mis ma plus belle robe. Je me suis assise dans la grande salle du lycée, entourée des familles fières de mes camarades. J'ai cherché leur visage dans la foule jusqu'à la dernière seconde. Personne n'est venu. Je suis montée sur scène, j'ai reçu ma médaille, j'ai serré la main du proviseur. J'ai souri pour les photos. Mais à l'intérieur, j'étais vide. Ce soir-là, quand je suis rentrée, ils étaient tous attablés, en train de manger de la glace. Pour célébrer l'unique but que Manon avait marqué dans un match que son équipe avait perdu 15-3. Ah, Chloé, te voilà, a dit ma mère. On a pris de la glace pour fêter la victoire de Manon. Elle a marqué un but, elle n'a pas gagné, ai-je corrigé, la voix plus sèche que je ne l'aurais voulu. Ne sois pas rabat-joie, a-t-elle répliqué. On est fiers de toi aussi, bien sûr. Mais ses yeux étaient déjà retournés vers Manon, la vraie star de la soirée. L'université a été mon évasion. J'ai obtenu une bourse partielle et j'ai cumulé 2 emplois pour payer le reste. Je rentrais à Lyon pour les vacances, et à chaque fois, le même scénario se répétait. Les conversations tournaient autour des derniers drames de Manon, son petit ami qui l'avait quitté, son professeur qui était injuste, son job d'été qui était trop fatigant. Mes réussites, mes défis, mes angoisses? Ils passaient au second plan. Ils n'étaient pas méchants, je crois. Ils étaient juste aveugles. Aveugles à mes efforts, à mes réussites. Ils m'aimaient, à leur manière. Une manière conditionnelle, une manière qui me demandait d'être toujours celle qui donne et qui ne demande jamais rien. Mais ce que j'allais découvrir, c'est que cette cécité cachait quelque chose de bien plus sombre, une injustice qui allait bien au-delà des anniversaires oubliés. Comment aurais-je pu deviner que le pire était encore à venir? Cette cécité, cette injustice chronique, a atteint son paroxysme durant ma 2e année d'université. C'est une histoire que je n'ai racontée à presque personne, une blessure si profonde que j'ai essayé de l'enterrer pendant des années. Mais aujourd'hui, vous devez savoir. Vous devez comprendre la nature de la trahison que j'ai subie. J'étudiais le marketing à l'université Jean Moulin Lyon 3, et je travaillais d'arrache-pied. Mon rêve, à l'époque, était de participer à un programme d'échange, de passer un semestre à l'étranger pour perfectionner mon anglais et découvrir une autre culture. Une opportunité en or s'est présentée, un partenariat avec une prestigieuse université à Manchester, en Angleterre. La sélection était féroce. Il fallait un dossier académique impeccable, des lettres de recommandation, et un essai de motivation. J'ai passé des semaines à préparer ma candidature. J'ai sacrifié mes soirées, mes week-ends.
J'ai sollicité 2 de mes professeurs les plus respectés pour les lettres de recommandation. L'un d'eux, Monsieur Bernard, un homme brillant mais un peu tête en l'air, m'a dit qu'il préférait envoyer sa lettre par courrier postal directement à mon domicile, pour que je puisse la joindre moi-même au dossier. C'était une procédure un peu datée, mais je n'ai pas osé le contrarier. J'ai soumis mon dossier en ligne, en précisant que la lettre de Monsieur Bernard arriverait par la poste. La date limite approchait à grands pas. Chaque jour, en rentrant de mes cours, je me précipitais sur la boîte aux lettres, le cœur battant. Mais l'enveloppe timbrée de l'université ne venait pas. Le stress montait. J'ai appelé le secrétariat de Monsieur Bernard. On m'a confirmé que la lettre avait été postée 10 jours plus tôt. 10 jours. Un courrier de Lyon à Lyon ne mettait jamais autant de temps. J'ai commencé à paniquer. Ce soir-là, j'ai fouillé la maison de fond en comble. J'ai vidé le bac de recyclage, j'ai regardé sous les meubles, dans le porte-revues. Rien. J'ai interrogé ma mère et Manon. Non, je n'ai rien vu de spécial, a dit ma mère, à peine levé les yeux de son magazine. Manon, qui était affalée sur le canapé en train de regarder une série, a haussé les épaules. Une lettre ? Aucune idée. Je ne regarde jamais le courrier. Son indifférence m'a agacée. Manon, s'il te plaît, c'est vraiment important. C'est peut-être la chance de ma vie. Oh, ça va, Chloé, arrête avec tes drames, a-t-elle soupiré. C'est juste une lettre. La date limite est passée. J'ai dû appeler le service des relations internationales de l'université pour leur annoncer, la gorge nouée, que mon dossier était incomplet. Ma candidature a été rejetée. Mon rêve s'est envolé. J'étais dévastée. J'ai pleuré pendant 2 jours, enfermée dans ma chambre. Environ une semaine plus tard, alors que je rangeais du linge dans la chambre de Manon parce que, bien sûr, c'était aussi mon rôle de ranger son désordre, j'ai remarqué quelque chose qui dépassait dessous son matelas. C'était le coin d'une enveloppe. Une enveloppe blanche, carrée, avec le logo de l'université. Mon sang s'est glacé. J'ai tiré dessus. C'était elle. La lettre de Monsieur Bernard. Elle n'avait même pas été ouverte. Je suis descendue au salon, l'enveloppe tremblant dans ma main. Manon était là, en train de se vernir les ongles. Je n'ai pas crié. Ma voix était un murmure glacial. Qu'est-ce que c'est que ça, Manon ? Elle a levé les yeux, a vu l'enveloppe, et son visage a à peine changé. Un léger frémissement de ses narines, c'est tout. Oh, ça. Je l'avais oublié. Oublié, ai-je répété, incrédule. Tu l'as oublié sous ton matelas ? Elle a finalement eu la décence de paraître un peu mal à l'aise. Écoute, je l'ai prise dans la boîte aux lettres, je voulais te la donner, et puis, j'ai été distraite. J'ai dû la poser sur mon lit et elle a glissé. Le mensonge était si flagrant, si insultant. Tu mens. Tu l'as cachée. Pourquoi ? C'est là qu'elle a craqué. Les larmes de crocodile ont commencé à couler. Je ne sais pas. J'étais jalouse, d'accord ? Tu réussis toujours tout, tout le monde dit que tu es si intelligente. Tu allais partir en Angleterre, m'abandonner ici. C'était juste une blague stupide, je ne pensais pas que ça irait si loin. Une blague. Elle avait saboté mon avenir, et elle appelait ça une blague. J'ai appelé ma mère. Je lui ai tout montré, tout expliqué. J'attendais de la fureur, de l'indignation. J'attendais qu'elle prenne enfin mon parti. Au lieu de ça, j'ai eu droit à de la lassitude. Ma mère a pris Manon dans ses bras, qui sanglotait maintenant bruyamment. Elle m'a regardé par-dessus l'épaule de ma sœur. Chloé, c'était une chose terrible à faire, Manon. Mais ta sœur est fragile, tu le sais. Elle ne réalise pas toujours la portée de ses actes. Elle est désolée. Tu dois lui pardonner. Lui pardonner, ai-je suffoqué. Elle a détruit mon rêve. Les rêves, ça se reconstruit, a dit ma mère avec une sagesse de pacotille. Mais une famille brisée, c'est plus difficile à réparer. Sois la plus intelligente. Pardonne-lui. J'étais piégée. Si je ne pardonnais pas, je devenais la méchante, celle qui ne comprenait pas la sensibilité de sa sœur, celle qui créait des drames. Alors j'ai pardonné. Du moins, j'ai dit que je pardonnais.
Mais quelque chose s'est éteint en moi ce jour-là. La confiance. L'espoir que les choses puissent un jour être justes. J'aimerais faire une pause ici et vous poser une question. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous pardonné pour maintenir la paix? Ou auriez-vous déclenché la guerre? Dites-le moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse sincèrement. Perdre cette bourse n'était pas un accident. C'était un acte de sabotage. Et le pardon qu'on m'a forcé à donner est devenu la première brique du mur que je construisais autour de mon cœur. Un mur qu'ils allaient bientôt regretter d'avoir créé. Car ce qu'ils ne savaient pas, c'est que même les murs les plus solides peuvent cacher des portes secrètes et des comptes en banque. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai fait ce que Chloé la responsable était censée faire. J'ai trouvé un bon travail dans une agence de marketing à Lyon, j'ai loué un petit studio charmant dans le quartier de la Croix-Rousse, et j'ai commencé à rembourser mes prêts étudiants avec une discipline de fer. J'ai construit ma vie, brique par brique, seule. Manon, pendant ce temps, flottait. Elle avait commencé des études d'art qu'elle avait abandonnées au bout de 6 mois, jugeant que c'était trop académique. Elle avait ensuite enchaîné les petits boulots, vendeuse, serveuse, hôtesse d'accueil. Elle ne gardait jamais un travail plus de quelques mois, se plaignant constamment de ses patrons, incompétents, ou de ses collègues, jaloux. Puis, il y a 2 ans, le téléphone a sonné. C'était Manon, en larmes. Elle avait trouvé un superbe appartement, dans le 6e arrondissement, mais elle n'avait pas assez d'argent pour la caution et le premier mois de loyer. Juste un petit coup de pouce, Chloé, avait-elle sangloté. Je te jure que je te rembourserai dès que j'aurai trouvé un vrai travail stable. Ne le dis pas à papa et maman, ils vont s'inquiéter et me faire la morale. Contre mon meilleur jugement, contre toutes les sonnettes d'alarme qui retentissaient dans ma tête, j'ai cédé. J'ai puisé dans mes économies, cet argent que je mettais de côté pour un futur apport immobilier, et je lui ai fait un virement de 2 000 €. Ma mère m'a appelé le lendemain. Manon lui avait tout raconté, bien sûr. Mais au lieu de me remercier, elle m'a dit, « C'est bien de te voir enfin aider ta sœur. Il était temps que tu te serves de ton argent pour quelque chose d'utile à la famille. » Comme si mon indépendance, mes projets, n'étaient pas utiles. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce n'était que le début. 3 mois plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. « Bonjour, mademoiselle Turner. Je suis monsieur Dubois, le propriétaire de l'appartement de votre sœur, Manon. » Sa voix était polie mais ferme. « Je suis au regret de vous informer qu'elle a 3 mois de loyer de retard. Si la situation n'est pas régularisée sous 1 semaine, je serai contraint d'entamer une procédure d'expulsion. » J'ai senti la honte me monter aux joues, comme si c'était ma faute. J'ai imaginé Manon à la rue, j'ai imaginé les reproches de mes parents. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Dubois. Je vais m'en occuper. » J'ai appelé Manon. Elle a répondu d'une voix ensommeillée, bien qu'il soit midi. Quand je lui ai parlé de l'appel, elle a soupiré. « Oh là là, ce proprio, il stresse pour rien. J'allais payer. J'ai eu quelques dépenses imprévues. » 3 mois de retard, Manon? Ce ne sont pas des dépenses imprévues. Écoute, je n'ai pas le temps pour un interrogatoire. Tu peux m'aider ou pas? Et encore une fois, j'ai aidé. Mais j'étais la responsable, alors j'ai pris les choses en main. J'ai rappelé monsieur Dubois. J'ai réglé les 3 mois d'arriérés. Et j'ai mis en place un arrangement. Voilà ce que je vous propose, lui ai-je dit. Chaque premier du mois, je vous ferai un virement automatique de 400 €, ce qui correspond à 40% de son loyer. Le reste, c'est à elle de le gérer. Au moins, vous aurez une base garantie. Il a accepté, soulagé. J'ai mis en place le virement permanent. 400 €. Chaque mois. Pendant 2 ans. Cela représentait 9 600 €. Une somme colossale, qui sortait directement de mon compte pour aller sur le sien, sans jamais que personne ne le sache. Je n'en ai jamais parlé à ma famille. Et Manon ne l'a jamais mentionné. Pire, lors des dîners de famille, elle continuait de se plaindre. La vie est si chère à Lyon, disait-elle en sirotant le vin que j'avais apporté. J'ai du mal à boucler mes fins de mois. Et je restais assise là, en silence, en la regardant mentir effrontément à nos parents, qui la couvaient du regard, plein de compassion pour leur pauvre petite fleur fragile.
L'année dernière, pour Noël, elle a annoncé fièrement qu'elle avait été promue dans la boutique de luxe où elle travaillait à temps partiel. Toute la famille a porté un toast à son succès. Plus tard dans la soirée, je l'ai surprise en train de murmurer à ma mère qu'en réalité, elle avait été licenciée des semaines plus tôt, mais qu'elle ne voulait pas gâcher les fêtes. Et ma mère, au lieu de la confronter, lui a caressé la joue en disant « Ne t'inquiète pas, ma chérie, on trouvera une solution. » La solution, c'était moi. Le mois suivant, Manon m'a envoyé un SMS paniqué, prétendant que son chauffage allait être coupé. J'ai envoyé 300 € de plus, sans poser de questions. Et puis, il y a eu cet appel de mon père, un mois avant mon 28e anniversaire. Sa voix était enjouée, mystérieuse. « Chloé, on prépare une grande surprise familiale, quelque chose de très spécial. Tout le monde participe. Est-ce que tu pourrais contribuer ?» Il n'a pas donné de détails. J'ai immédiatement pensé à l'anniversaire de mariage de mes parents, leurs 30 ans, qui approchait. J'étais touchée qu'il m'inclue enfin dans un projet commun. Sans hésiter, j'ai envoyé 500 € sur son compte, avec le message « pour la surprise ». Hâte de voir ça. Maintenant, assise dans la cuisine de mon bureau, fixant les photos de cette surprise, je comprenais. Mon argent. Mon argent durement gagné avait servi à payer le champagne, les cadeaux, le gâteau à 3 étages pour ma sœur. Une fête organisée la veille de mon propre anniversaire. J'étais leur filet de sécurité, leur plan B, leur ressource invisible. Ils prenaient et prenaient encore, sans jamais un merci, sans jamais une once de reconnaissance. Ils me vidaient, financièrement et émotionnellement. Mais chaque compte en banque a ses limites, et le mien, ce soir-là, venait d'atteindre un découvert émotionnel abyssal. Et quand on est à découvert, la banque finit toujours par vous appeler. Mon heure était venue de passer cet appel. Je suis restée assise là, dans le silence de la cuisine du bureau, pendant ce qui m'a semblé une éternité. Le monde autour de moi continuait de tourner. J'entendais mes collègues rire au loin, le bruit des claviers, le téléphone qui sonnait. Mais dans ma bulle, le temps s'était arrêté. Mon regard était rivé sur l'écran de mon téléphone, sur ces mots cruels de ma mère, et sur la réponse désinvolte de ma sœur. Désolée sœurette, on dirait que maman m'aime plus, LOL. Peut-être que l'année prochaine, tu auras quelque chose qui vaille la peine d'être célébré toi aussi. Le LOL. C'était le LOL qui m'a achevé. Cette tentative de faire passer la cruauté la plus abjecte pour une simple blague entre sœurs. Comme si poignarder quelqu'un et dire « c'est pour rire » pouvait effacer la douleur de la blessure. L'insinuation que ma vie, mon diplôme obtenu avec mention, mon travail que j'aimais, mon indépendance financière, le fait même que je la maintenais à flot en secret, que tout cela ne valait pas la peine d'être célébré. Une vague de chaleur m'a envahi, partant de ma poitrine et se propageant jusqu'au bout de mes doigts. Mais ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était plus de la déception. C'était de la rage. Une rage pure, froide, et d'une clarté absolue. Pendant 28 ans, j'avais joué leur jeu. J'avais accepté mon rôle. J'avais ravalé mes larmes, étouffé mes besoins, minimisé mes réussites pour ne pas faire d'ombre à leurs précieuses étoiles. J'avais été la fille compréhensive, la sœur généreuse, le pilier silencieux. Et pourquoi ? Pour être humiliée publiquement le jour de mon anniversaire. Pour être traitée comme une nuisance, une afterthought. Assez. C'était fini. Mes doigts, qui tremblaient quelques minutes auparavant, étaient maintenant parfaitement stables. J'ai tapé ma réponse sous le commentaire de Manon. Pas de cris, pas d'insultes, pas d'explications. Juste une promesse. Ou plutôt, une menace. Profitez-en. Tant que vous le pouvez. 4 mots. Simples. Énigmatiques. Pour eux, ce ne serait qu'une pique de plus de la part de la sœur jalouse. Mais pour moi, ces mots étaient un serment. Le serment que le jeu venait de changer de règle. Et que désormais, c'est moi qui les fixais. J'ai cliqué sur « Publier ». Et immédiatement, j'ai désactivé les notifications de la publication. Je ne voulais pas voir leurs réactions, leurs justifications, les commentaires des autres membres de la famille qui se rangeraient sans aucun doute de leur côté. Leur opinion ne comptait plus. Je vais vous demander de rester avec moi.
Car ce que j'ai fait ensuite n'était pas une simple réaction de colère. Ce n'était pas un caprice. C'était une stratégie, calculée, froide, et absolument nécessaire. C'était l'acte d'une femme poussée à bout, qui décide enfin de reprendre le contrôle de sa vie, de sa dignité et de ses finances. Je suis retournée à mon bureau. J'ai terminé ma journée de travail en pilote automatique. J'ai souri, j'ai hoché la tête, j'ai répondu « bon week-end » à mes collègues. Personne n'a rien vu. Personne ne pouvait deviner la révolution qui se préparait en moi. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je ne suis pas passée chez le traiteur thaïlandais comme je le faisais parfois pour me faire plaisir. Je suis allée au supermarché. J'ai acheté des pâtes, de la sauce tomate, un morceau de parmesan. Un repas simple, frugal. J'avais besoin de garder l'esprit clair. Dans le silence de mon studio, j'ai mangé directement dans la casserole, debout dans ma cuisine. Je n'ai pas allumé la télévision. Je n'ai pas mis de musique. J'avais besoin de ce silence pour entendre mes propres pensées, pour la première fois depuis longtemps. Et mes pensées étaient claires comme de l'eau de roche. Ils m'avaient traité comme une banque. Très bien. Une banque a des règles. Une banque tient des comptes. Une banque peut décider de couper les lignes de crédit. La rage avait laissé place à une détermination glaciale. J'ai sorti mon ordinateur portable, celui que j'avais acheté moi-même après des mois d'économie, celui que j'utilisais pour travailler tard le soir. J'ai ouvert un nouveau document. Le titre, Opération Libération. C'était peut-être un peu mélodramatique, mais c'est exactement ce que je ressentais. Je n'allais pas seulement me venger. J'allais me libérer. Me libérer du poids de leurs attentes, de leur ingratitude, de leur manipulation émotionnelle. Me libérer du rôle de « Chloé la responsable ». 4 mots. C'était tout ce qu'il fallait pour allumer la mèche. Ils pensaient que c'était de la jalousie. Ils n'avaient aucune idée que c'était une déclaration de guerre. Et dans cette guerre, pour la première fois, je n'étais pas venu avec un drapeau blanc, mais avec un arsenal de preuves. Que allaient-ils faire quand ils découvriraient que leur banquière silencieuse avait gardé toutes les factures? Mon plan n'était pas basé sur l'émotion, mais sur les faits. Pour gagner cette guerre, je ne pouvais pas me contenter de dire « vous m'avez blessé ». Je devais prouver, de manière irréfutable, l'étendue de leur injustice et de la tromperie de Manon. Ma première étape était donc de rassembler les preuves. L'opération Libération commençait par une phase d'enquête. J'ai ouvert mes relevés bancaires en ligne. Ligne par ligne, j'ai traqué chaque dépense faite pour ma famille, chaque petit coup de pouce qui, mis bout à bout, formait une montagne de sacrifices. Il y avait les 2000 € pour la caution de l'appartement de Manon. Il y avait les 24 virements mensuels de 400 € à Monsieur Dubois. Total, 9600 €. Il y avait les 300 € pour le chauffage en panne. Il y avait les 500 € pour la surprise familiale. J'ai retrouvé des virements plus anciens, 150 € pour une facture de téléphone urgente, 200 € pour réparer sa voiture. Le total s'affichait en bas de mon tableur Excel. 12 150 €. En un peu plus de 2 ans. 12 150 €. L'équivalent d'un apport conséquent pour un premier achat immobilier. L'équivalent de voyages, de projets, de rêves que j'avais mis de côté. J'ai imprimé chaque relevé, surlignant les lignes correspondantes. Le dossier commençait à prendre forme. Mais l'argent n'était qu'une partie de l'équation. La véritable arme, c'était la duplicité de Manon. Comment la prouver? C'est là qu'un souvenir m'est revenu. Un souvenir anodin, mais qui allait tout changer. Il y a environ 1 an, Manon m'avait appelé en panique. Son ordinateur était tombé en panne et elle devait postuler à un emploi en ligne. Elle m'avait demandé si elle pouvait utiliser le mien. Bien sûr, Chloé la responsable avait dit oui. Elle était venue, avait utilisé mon ordinateur pendant 1 heure, puis était repartie en oubliant, comme d'habitude, la moitié de ses affaires. Et elle avait aussi oublié de se déconnecter de son compte de stockage en ligne, son cloud. Par paresse, ou par arrogance, elle ne l'avait jamais fait. Je le savais, car parfois, en utilisant mon propre cloud, je voyais son profil apparaître comme étant toujours connecté. Je n'y avais jamais prêté attention. Jusqu'à ce soir.
Mon cœur battait la chamade. Était-ce une violation de sa vie privée? Oui. Est-ce que je m'en souciais, à ce stade? Absolument pas. Elle avait saboté mon avenir sans un remords. Je n'allais pas avoir de scrupules à exposer ses mensonges. J'ai cliqué sur son profil. Son cloud s'est ouvert. C'était un chaos de photos, de selfies, de documents sans nom. Mais un dossier a attiré mon attention. Il s'appelait « Important ». J'ai cliqué. Et là, sous mes yeux, il y avait le pot aux roses. Pas seulement une preuve, mais un véritable trésor. Il y avait un fichier PDF nommé « Lettre de licenciement ». Je l'ai ouvert. C'était une lettre officielle de la boutique de luxe où elle prétendait avoir été promue. La lettre, datée de 3 mois plus tôt, stipulait clairement son licenciement pour fautes répétées, retards injustifiés et attitudes non professionnelles envers la clientèle. 3 mois. Elle était sans emploi depuis 3 mois. La promotion, la fierté de la famille, tout n'était qu'un tissu de mensonges. Elle vivait sur mon dos, tout en se faisant passer pour une victime méritante aux yeux de nos parents. Mais ce n'était pas tout. Dans le même dossier, il y avait des captures d'écran de conversations WhatsApp avec ses amis. Des conversations où elle se vantait. Ma sœur est tellement prévisible. Un petit SMS en pleurant et hop, 300 € pour le chauffage. En vrai, je me suis payé des nouvelles chaussures. Ce soir, je sors en boîte. C'est la bonne poire de Chloé qui régale, elle a payé mon loyer, lol. J'ai tout sauvegardé. Chaque capture d'écran, chaque document. La nausée me venait, mais ma détermination se renforçait à chaque nouvelle découverte. La fête surprise. L'entretien pour le job de ses rêves. Tout était une mise en scène. Une mascarade élaborée pour continuer à extorquer de l'argent et de l'attention, financée en partie par moi-même. La rage froide que j'avais ressentie plus tôt s'est transformée en une certitude absolue. Ce n'était plus une question de sentiments blessés. Ce n'était plus une simple dispute familiale. C'était une question de mensonge, de manipulation, et de vol. Ma sœur n'était pas juste une enfant gâtée. C'était une escroc. Et mes parents étaient ses complices, volontaires ou non. Assise seule dans mon appartement le soir de mes 28 ans, entourée de preuves accablantes, j'ai pris 3 décisions. 3 décisions qui allaient faire s'effondrer leur petit monde confortable, construit sur mes sacrifices et ses mensonges. Décision numéro 1, couper les vivres. Immédiatement. Décision numéro 2, informer les parties concernées. Le propriétaire devait savoir. Décision numéro 3, la confrontation. Ils allaient devoir faire face à la vérité, toute la vérité, que cela leur plaise ou non. J'ai préparé mes emails. Les mots venaient facilement, dictés par une clarté nouvelle. La peur avait disparu, remplacée par une force que je ne me connaissais pas. La force de celle qui n'a plus rien à perdre. Ce n'était plus une question de sentiments blessés. C'était une question de mensonge, de manipulation, et de vol. Et la justice, ce soir-là, allait enfin changer de camp. Que allait-il dire, quand les masques tomberaient et que la vérité éclaterait au grand jour? La nuit fut courte, mais étrangement paisible. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas rêvé de tomber ou d'être poursuivi. J'ai dormi d'un sommeil lourd, sans rêve, comme si mon corps et mon esprit, enfin alignés sur une même décision, s'autorisaient à se reposer avant la bataille. Le lendemain matin, je n'ai pas hésité. La stratégie était claire, et l'heure de l'exécution était arrivée. Avant même de prendre mon café, j'ai allumé mon ordinateur. Première action, la banque. Je me suis connecté à mon compte en ligne. J'ai trouvé la section des virements permanents. Là, il y avait la ligne que je voyais chaque mois avec une pointe d'amertume. Virement mensuel, Monsieur Dubois, loyer Manon. J'ai cliqué sur « Gérer ». Puis sur « Supprimer ». Une petite fenêtre de confirmation est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce virement permanent? J'ai souri. Je n'avais jamais été aussi sûr de quelque chose de toute ma vie. J'ai cliqué sur « Confirmer ». C'était fait. Le robinet était fermé. Deuxième action, l'email au propriétaire. Je voulais être professionnel, factuel. Pas de drame, pas d'émotion. Juste une information claire.
Objet, résiliation de la contribution au loyer de Manon Turner, appartement 3B. Cher Monsieur Dubois, je vous écris pour vous informer de ma décision de cesser, avec effet immédiat et permanent, toute contribution financière au loyer de ma sœur, Mademoiselle Manon Turner, pour l'appartement situé au adresse fictive. L'arrangement que nous avions mis en place il y a 2 ans est désormais terminé. Je vous prie de bien vouloir adresser toute future communication concernant le paiement du loyer et les obligations contractuelles directement à Mademoiselle Turner. Je vous remercie de votre compréhension. Cordialement, Chloé Turner. J'ai relu l'email. C'était parfait. Froid, distant, irrévocable. J'ai cliqué sur « Envoyer » sans la moindre hésitation. La première bombe était lancée. 3e action, l'email à ma famille. C'était la partie la plus délicate. C'était la déclaration de guerre officielle. J'ai mis ma mère, mon père et Manon en destinataire. Objet, la fin d'un arrangement. Maman, papa, Manon. Pendant des années, j'ai soutenu cette famille, émotionnellement, comme vous allez le découvrir, financièrement. J'ai accepté en silence d'être mise de côté, pendant que vous célébriez Manon, même pour ses mensonges. J'ai payé pour qu'elle puisse vivre confortablement, pendant qu'elle se moquait de moi dans mon dos. Cela s'arrête maintenant. À compter de ce jour, tout soutien financier de ma part envers Manon est définitivement terminé. J'ai annulé le virement mensuel pour son loyer et j'ai informé son propriétaire, Monsieur Dubois, de cette décision. Pour que les choses soient parfaitement claires, vous trouverez en pièces jointes un récapitulatif des 12 150 € que je lui ai versés au cours des 2 dernières années. La lettre de son licenciement, datant d'il y a 3 mois. Quelques exemples de conversations où elle se vante de me manipuler. Je prends désormais mes distances avec cette dynamique familiale toxique pour me concentrer sur mon propre bien-être. Je ne répondrai ni aux appels, ni aux messages dans les jours à venir. S'il vous plaît, respectez cette décision. Chloé. J'ai joint les fichiers un par un. Chaque clic était une libération. Le tableur Excel. La lettre de licenciement. Les captures d'écran. C'était mon dossier. Mon acte d'accusation. Mon doigt a survolé le bouton « Envoyer ». J'ai pris une profonde inspiration. Je savais qu'une fois que j'aurais cliqué, il n'y aurait pas de retour en arrière. La famille que je connaissais, avec ses défauts et ses injustices, cesserait d'exister. Quelque chose d'autre prendrait sa place, quelque chose de potentiellement violent et laid. Mais c'était un risque que j'étais prête à prendre. Le risque de la vérité. J'ai cliqué. Et puis, j'ai fait la chose la plus saine que j'ai faite depuis des années. J'ai éteint mon téléphone. Pas en mode silencieux. Éteint. Complètement. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je me suis préparée et je suis partie travailler. La journée était étrangement normale. Personne ne savait que j'avais déclenché une guerre nucléaire familiale quelques heures plus tôt. J'ai souri, j'ai travaillé, j'ai même plaisanté avec un collègue. Mais à l'intérieur, une partie de moi attendait. Le soir, je suis rentrée. Pas de message clignotant sur le répondeur. Pas de mais. Mon téléphone était toujours éteint dans mon sac. J'ai résisté à la tentation de le rallumer. Pas encore. Je leur laissais le temps de lire. De comprendre. De réaliser que le jeu était terminé. J'ai passé les 3 jours suivants dans une bulle de silence volontaire. C'était un sevrage. Un sevrage de leurs drames, de leurs exigences, de leur approbation que je n'obtenais jamais de toute façon. Je me suis concentrée sur moi. J'ai lu, j'ai cuisiné, j'ai fait une longue promenade le long des quais de Saône. Je me sentais plus légère, comme si j'avais déposé un sac à dos rempli de pierres que je portais depuis l'enfance. Pendant 3 jours, le silence a été mon allié. Mais je savais que ce n'était que le calme avant la tempête. Le 4e jour, un samedi matin, j'ai décidé que j'étais prête. J'ai pris mon café, je me suis assise confortablement dans mon fauteuil. J'ai rallumé mon téléphone. Et le monde a explosé. Le téléphone a mis quelques secondes à s'allumer, puis il a commencé à vibrer. Il n'a pas juste vibré, il a eu une sorte de convulsion, comme un animal enragé. Pendant près de 2 minutes, il n'a pas cessé de trembler dans ma main,
submergeant l'écran de notifications accumulées. C'était un assaut numérique. Le bilan était stupéfiant. 15 appels manqués de ma mère. 10 appels manqués de Manon. 5 appels manqués de mon père. 42 messages non lus sur WhatsApp. 18 SMS. Et une douzaine de notifications Facebook de personnes me taguant dans des commentaires. J'ai ignoré les appels et j'ai commencé par les messages, par ordre chronologique, comme un archéologue découvrant les strates d'une catastrophe. Les premiers messages de Manon étaient arrivés le mercredi, le jour où j'avais envoyé les emails. Ils étaient confus, presque incrédules. Chloé. C'est quoi cet email? C'est une blague? Monsieur Dubois vient d'appeler. Il dit que tu ne paieras plus. Dis-moi que c'est une erreur. Puis, le ton a changé. La confusion a laissé place à la panique, puis à la fureur. Réponds à ton téléphone, bordel. Tu ne peux pas me faire ça. Tu es un monstre jaloux. Tu as toujours voulu ruiner ma vie parce que tu ne supportes pas que les gens m'aiment. Maman et papa ont vu les pièces jointes. Comment as-tu osé fouiller dans mes affaires privées? C'est illégal. Je vais porter plainte. Et enfin, la supplication, l'ultime carte de la manipulation. S'il te plaît, Chloé, je suis désolée, d'accord? Pour le commentaire sur Facebook. C'était stupide. S'il te plaît, rappelle Monsieur Dubois. Juste pour ce mois-ci. On pourra en parler après. Je te rembourserai, je te le jure. J'ai lu ces messages sans ressentir la moindre pitié. C'était comme regarder un film dont je connaissais déjà la fin. Ensuite, il y a eu les messages de ma mère. Eux aussi suivaient une progression. D'abord, l'incompréhension autoritaire. Chloé, rappelle-moi immédiatement. Il y a un malentendu. Puis, la colère et les reproches, après avoir sans doute lu les pièces jointes. Comment as-tu pu humilier ta sœur de la sorte? Et nous avec? Exposer nos problèmes familiaux comme ça? C'est indigne. Tu as mis sa vie en danger par pure jalousie à cause d'une stupide fête. Je t'ai mieux élevé que ça. Tu me fais honte. J'ai ouvert la messagerie vocale. Sa voix était stridente, au bord de l'hystérie. Chloé Marie Turner, ce comportement puéril et cruel doit cesser immédiatement. Ta sœur est en larmes, elle est inconsolable. Tu es en train de la détruire. Est-ce que c'est ça que tu veux? 1. Réponds. J'ai sauvegardé le message. Une autre pièce à conviction pour mon dossier personnel. Les messages de mon père étaient plus mesurés, mais tout aussi révélateurs. Il essayait de jouer les médiateurs, les casques bleus, comme toujours. Chloé, je pense que les choses sont allées trop loin. Ta mère est très inquiète. Ta sœur est paniquée. Il faut qu'on se parle calmement. Couper les vivres comme ça, sans prévenir, c'est extrême. On aurait pu trouver une autre solution. Une autre solution. La solution où je continuais de payer en silence, probablement. La situation a atteint un nouveau sommet le vendredi après-midi. J'étais encore au travail, mon téléphone toujours éteint. La standardiste de mon entreprise m'a appelé sur ma ligne fixe. Sa voix était embarrassée. Chloé. Désolée de te déranger. Il y a une dame dans le hall d'accueil. Elle dit qu'elle est ta mère. Elle insiste pour te voir. Elle est assez agitée. La sécurité demande si tout va bien. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Elle avait osé. Elle avait osé venir sur mon lieu de travail. J'ai pris une profonde inspiration. Merci de m'avoir prévenue, Sophie. Dis-leur que je descends tout de suite. Tout va bien. Je suis descendue. Et elle était là, faisant les 100 pas près de la réception, le visage rouge de colère. Quand elle m'a vue, elle a pointé un doigt accusateur vers moi. Toi. Comment oses-tu ne pas répondre à mes appels? Le gardien de sécurité, un homme imposant nommé Franck, s'est approché. Madame, je vais vous demander de baisser la voix. J'ai adressé un sourire rassurant à Franck. C'est bon, Franck. C'est ma mère. On va juste sortir prendre l'air. Dehors, sur le parvis, l'air frais de Lyon n'a pas réussi à calmer sa fureur. C'est inadmissible.
Venir m'humilier sur mon lieu de travail, ai-je commencé. L'humiliation? C'est toi qui nous humilies. Tu sais ce qui est inadmissible? C'est de laisser ta propre sœur risquer de se retrouver à la rue. Elle ne risque rien si elle paie son loyer. Avec l'argent qu'elle aurait dû avoir si elle n'avait pas été licenciée il y a 3 mois. Elle a balayé mon argument d'un revers de la main. Des détails. L'important, c'est la famille. On se serre les coudes. C'est drôle, ai-je rétorqué, ma voix plus calme que la sienne, ce qui semblait l'énerver encore plus. Où était ce « on se serre les coudes » le soir de mon anniversaire? Elle a été prise de court. On était fatigué, on allait appeler le lendemain. Le mensonge était si pathétique que j'ai presque ri. Assez. Maman, nous parlerons quand tu seras calme. Pas ici. Pas comme ça. Je me suis retournée pour repartir. Elle m'a attrapé le bras. Sa poigne était surprenante. Tu ne me tournes pas le dos, Chloé. Tu vas rétablir ce virement et t'excuser auprès de ta sœur. C'est un ordre. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis j'ai planté mon regard dans le sien. Lâche-moi. Maintenant. Elle est partie en me lançant un regard plein de fureur, une promesse de représailles. Je tremblais en remontant dans l'ascenseur, mais je n'ai pas cédé. Je savais que ce n'était que le début. La vraie confrontation, la bataille finale, aurait lieu ce soir-là, sur mon propre terrain. Car je savais, avec une certitude absolue, qu'ils allaient venir. Comment une famille qui a perdu le contrôle réagit-elle? Elle tente de le reprendre par la force. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 20 heures précises, alors que je venais de me servir une assiette de pâtes, la sonnette de mon interphone a retenti. Pas une pression courte et polie. Une pression longue, insistante, agressive. Je n'ai même pas eu besoin de regarder l'écran. Je savais. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai posé ma fourchette. J'ai marché lentement vers la porte, le cœur battant à un rythme régulier et puissant. Je n'avais pas peur. J'étais prête. J'ai ouvert. Ils étaient là, tous les 3, massés dans le couloir étroit de mon immeuble. Ma mère, le visage fermé, les bras croisés. Mon père, l'air mal à l'aise, se balançant d'un pied sur l'autre. Et Manon, les yeux bouffis de larmes, le visage d'une martyre tragique. On peut savoir ce que tu attends pour nous ouvrir, a craché ma mère. Je n'ai pas répondu. Je me suis contentée de les regarder, un par un. Puis, je me suis écartée pour les laisser entrer, sans un mot. C'était mon appartement. Mon territoire. La confrontation aurait lieu selon mes règles. Ils sont entrés. Manon s'est immédiatement jetée sur mon canapé, se mettant à sangloter de manière théâtrale. Ma mère est restée debout au milieu de la pièce, comme un général inspectant un champ de bataille. Mon père, lui, a erré jusqu'à la fenêtre, regardant la vue sur les toits de la Croix-Rousse, comme pour fuir l'attention palpable. C'est joli, chez toi, a-t-il murmuré. Je ne crois pas que j'étais déjà venue. Non, ai-je répondu froidement. En 2 ans, tu n'es jamais venue. Le silence qui a suivi était lourd. C'est ma mère qui l'a brisé. Bon, cette comédie a assez duré. Chloé, cette vendetta contre ta sœur est allée trop loin. Tu as fait passer ton message, on a compris, tu es fâchée. Maintenant, il est temps d'être l'adulte responsable et d'arranger les choses. Ce n'est pas une vendetta, maman. C'est une conséquence. Une conséquence, a-t-elle ricané. Tu appelles ça une conséquence, de rendre ta sœur sans abri? Je ne la rends pas sans abri, ai-je corrigé calmement. Je cesse de financer son style de vie basé sur le mensonge. Elle ne serait pas menacée d'expulsion si elle avait été honnête sur son licenciement, si elle avait cherché un autre travail, ou si elle avait utilisé l'argent que je lui envoyais pour payer son loyer, au lieu de... J'ai fait une pause, en regardant Manon. S'acheter des sacs de luxe et partir en week-end à Barcelone. Manon a relevé la tête, le visage déformé par l'indignation. Comment tu sais pour Barcelone? Tu as tout laissé sur ton cloud, Manon. Les factures, les photos, les conversations. Tout. Mon père s'est retourné, l'air confus. Licencié? De quoi tu parles, Chloé?
Manon nous a dit qu'elle avait eu une promotion. Demande-lui, ai-je dit en désignant ma sœur. Tous les regards se sont tournés vers elle. Manon a bafouillé. C'est compliqué. Ils ont réduit mes heures, et puis, ils m'ont laissé partir. Mais je passe des entretiens. Depuis 3 mois? Sans succès, ai-je demandé, ma voix tranchante. Le marché du travail est peut-être difficile, mais il l'est encore plus quand on a été licencié pour attitude non professionnelle, n'est-ce pas? J'ai sorti mon téléphone, j'ai affiché la lettre de licenciement. Vous voulez que je lise le passage sur les plaintes des clients? Ma mère est intervenue, furieuse. Arrête de l'attaquer. C'est ça, ton problème, Chloé. Tu as toujours été jalouse de Manon. Tu as toujours tout fait pour la rabaisser et te faire bien voir. C'était l'accusation de trop. L'inversion totale de la réalité. Jalouse, ai-je répété, un rire sans joie s'échappant de mes lèvres. Maman, dis-moi une seule fois, une seule, où tu as dit que tu étais fière de moi sans ajouter une comparaison avec Manon? Sans dire, Chloé, elle est sérieuse, comme si c'était un défaut? Dis-moi une seule fois où vous avez célébré une de mes réussites avec ne serait-ce que le quart de l'enthousiasme que vous avez pour le moindre de ses caprices? Ma mère a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle n'avait rien à répondre. Le silence était sa confession. J'ai continué, ma voix montant en puissance. J'ai payé son loyer. J'ai payé ses factures. J'ai payé pour la fête que vous avez organisée dans mon dos, la veille de mon anniversaire que vous avez oublié. J'ai payé, encore et encore. Alors ne me parle pas de jalousie. Parlons de parasitisme. Le mot a flotté dans l'air. C'est mon père qui a repris la parole, d'une voix faible. Nous ne savions pas que c'était ton anniversaire, Chloé. Avec le travail, les soucis. Tu as oublié l'anniversaire de ta propre fille, ai-je demandé en le fixant. Il a baissé les yeux, honteux. C'est parce que Manon a plus besoin de nous, s'est exclamée ma mère, retrouvant sa combativité. Toi, tu as toujours été indépendante, tu t'es toujours débrouillée seule. Parce que je n'avais pas le choix, ai-je hurlé, la colère brisant enfin ma façade de calme. Parce que vous ne m'avez jamais laissé le choix. Vous m'avez forcé à être l'adulte quand j'étais encore une enfant. La pièce était chargée d'électricité. Manon, voyant que la situation lui échappait, a changé de tactique. Elle s'est levée, s'est approchée de moi, les larmes coulant à nouveau. Ali, a-t-elle murmuré, utilisant le surnom de notre enfance. S'il te plaît. Je ne peux pas perdre mon appartement. Je ferai mieux. Je trouverai un travail demain. Je te rembourserai tout. J'ai reculé d'un pas, j'ai déjà entendu ces promesses, Manon. Des dizaines de fois. Ma mère a alors joué sa dernière carte. L'ultimatum. Très bien. Ça suffit. Voici ce qui va se passer. Tu vas rappeler ce propriétaire, tu vas rétablir les paiements, au moins jusqu'à ce que ta sœur se remette sur pied. Et nous, en retour, nous ferons un effort pour te reconnaître davantage. La condescendance de son offre était la dernière insulte. Non, ai-je dit simplement. Ce n'est pas ce qui va se passer. Je les ai regardés tous les trois, et j'ai abattu ma carte maîtresse. Ce qui va se passer, c'est que je vais continuer à vivre ma vie, sans aucune obligation financière envers qui que ce soit. Et il se trouve que cette vie va bientôt changer. C'est pourquoi j'ai accepté cette promotion. Je déménage à Paris dans 3 semaines. Leur silence était ma victoire. La stupeur sur leur visage était plus gratifiante que n'importe quel cri. Pour la première fois de ma vie, je n'étais plus Chloé la responsable. J'étais juste Chloé. Et j'étais libre. Mais comment réagit une famille quand son pilier décide de s'effondrer volontairement? Paris? Le mot est sorti de la bouche de ma mère comme un souffle, vidé de toute sa colère. La stupeur avait remplacé la fureur. Tu ne peux pas déménager à Paris. Ta vie est ici. Ta famille est ici. Justement, ai-je répondu doucement. Ma vie, la mienne, commence maintenant. Et elle ne sera pas ici. Manon me regardait avec des yeux ronds, un mélange de panique et d'incrédulité. La manipulatrice avait perdu le contrôle du jeu. Tu nous abandonnes?
Non, Manon. Je te donne l'opportunité de grandir. Et je me donne l'opportunité de vivre. La soirée s'est terminée dans un chaos silencieux. Ils sont partis sans un mot de plus, laissant derrière eux le fantôme de la famille que nous avions été. Je suis restée seule dans mon appartement, et pour la première fois, le silence n'était pas synonyme de solitude, mais de paix. Les 3 semaines qui ont suivi ont été un tourbillon. Entre les préparatifs de mon déménagement et la transition de mes dossiers au travail, je n'ai guère eu le temps de penser. Les messages ont continué, mais leur nature a changé. Les menaces ont laissé place à des tentatives de négociation maladroites, puis à un silence résigné. Le déménagement à Paris a été une renaissance. J'ai trouvé un appartement lumineux dans le 15e arrondissement, avec un petit balcon où je prenais mon café le matin. Mon nouveau poste était stimulant, mes nouveaux collègues accueillants. Pour la première fois, les gens me rencontraient pour qui j'étais, Chloé. Pas la sœur d'eux, pas la fille d'eux. Juste Chloé. Et ma famille ? La dynamique s'est lentement, douloureusement, reconfigurée. Manon n'est pas devenue sans-abri. Poussée dans ses derniers retranchements, elle a fait ce qu'elle aurait dû faire depuis des années, elle a agi. Elle a mis une annonce et a trouvé une colocataire. Elle a quitté son appartement trop cher du 6e pour un plus petit, plus loin du centre. Et elle a trouvé un travail. Un vrai travail, à plein temps, dans un café. Selon ma cousine Léa, qui était devenue ma source d'information, Manon se plaignait beaucoup, mais elle se levait tous les matins. Elle payait ses factures. Elle devenait une adulte. Ma mère ne m'a pas parlé pendant 3 mois. Puis, pour mon anniversaire suivant, mon 29e, j'ai reçu une carte. Il n'y avait pas de longues excuses. Juste 3 mots écrits de sa main, tu me manques. C'était un début. Un tout petit début. Mon père, étonnamment, a été celui qui a fait le plus d'efforts. Il est venu me voir à Paris 1 mois après mon installation. Nous avons dîné dans un petit bistrot. C'était gênant au début. Puis, il a posé ses couverts et m'a regardé droit dans les yeux. J'ai été un mauvais père pour toi, Chloé, a-t-il dit, la voix rauque. J'ai laissé ta mère et ta sœur te dévorer. Tu semblais si forte, si capable. On a pris ça pour acquis. On a été paresseux. Et je suis profondément désolée. Les larmes me sont montées aux yeux. Des larmes que je n'avais pas versées depuis la confrontation. C'était tout ce que j'avais toujours voulu entendre. Une simple reconnaissance. Notre relation est encore fragile, mais nous la reconstruisons, appel après appel, visite après visite. Il y a 1 semaine, j'ai reçu un email. De Manon. Le premier contact direct depuis près d'1 an. Je m'attendais à des reproches, à une demande d'argent. Mais non. Objet, juste pour te dire. Salut Chloé, je sais que ça fait longtemps. Je voulais juste te donner des nouvelles. Ça fait 6 mois que je travaille au café. Le patron est sympa. J'ai été élue employée du mois. C'est bête, mais ça m'a fait plaisir. J'ai commencé à mettre un peu d'argent de côté. C'est dur, mais je le fais. Je pense souvent à cette soirée chez toi. À tout ce que tu as dit. Tu avais raison. Surtout. Je crois que je commence à comprendre. Pardonne-moi si tu peux. Manon. J'ai lu son email plusieurs fois. Je n'ai pas encore répondu. Le pardon est un chemin, pas une destination. Mais pour la première fois, j'ai senti que ce chemin était possible. Une nouvelle relation, basée non plus sur la dépendance et le ressentiment, mais sur un respect mutuel. Aujourd'hui, je suis heureuse. Pas d'une joie exubérante et parfaite. Mais d'un bonheur calme, solide, que j'ai construit de mes propres mains. J'ai appris la leçon la plus difficile et la plus importante de ma vie, parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour sa famille, et pour soi-même, est de poser des limites. C'est d'arrêter de protéger les gens des conséquences de leurs propres choix. Mon histoire est celle d'une libération. Elle m'a coûté cher, mais le prix de la liberté, de la dignité et de la paix intérieure n'est jamais trop élevé. Et vous ? Avez-vous déjà dû prendre une décision radicale pour protéger votre bien-être mental et financier face aux attentes de votre famille ? Avez-vous déjà dû dire « ça suffit » ?
Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour plus de récits sur la force de se reconstruire. Et n'oubliez jamais, votre histoire compte, votre valeur est immense, même si les personnes les plus proches de vous ont parfois du mal à la voir. Merci de m'avoir écouté.